Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre mes histoires, je vous en remercie. J'essaie de répondre à tous vos commentaires et aux suggestions que vous m'apportez aussi, ça m'aide beaucoup, donc je vous remercie pour ça. La semaine dernière, j'ai pas fait de vidéo parce que l'idée maintenant, c'est d'aller un peu plus loin, de vous faire explorer les lieux dans lesquels auront lieu ou ont eu lieu les histoires. Et ça tombe bien puisque nous sommes dans la forêt où a eu lieu le drame dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est le début de l'été, quelques semaines avant les vacances. Même sous les arbres, il fait une chaleur atroce. Pas une seule brise pour perturber le feuillage, pas un seul chant d'oiseaux pour nous apaiser. Et pourtant, mes amis semblent passer un merveilleux moment. Tristan et Émilie marchent l'un à côté de l'autre, encombrés de nos tentes et de nos sacs. Ils sont trop enjoués pour se poser des questions sur le calme étrange autour de nous. Ce camping improvisé dans la nature me réjouissait aussi au début. Mais pour une raison qui m'échappe, j'éprouve un léger malaise à me promener dans ce bois. Je préfère rester à l'écart et observer l'environnement. Rester à l'affût du moindre mouvement ou bruit suspect. Nous marchons sur des brindilles, comme si nous marchions sur des os qui se cassent sous nos pas. Peu à peu, une brise chaude se lève, mais c'est une chaleur désagréable. Un poids mort qui pèse sur mes épaules et qui me dégoûte. Si cela ne tenait qu'à moi, dès ce moment-là, je serais rentrée chez moi sans hésiter. Mais mes amis m'en empêcheront, même s'ils ne prêtent pas attention à moi pour le moment. Il y a quelque chose dans ce bois qui me dérange, mais je ne saurais pas dire quoi. Est-ce que c'est à cause du mouvement lent et régulier des feuilles, du sentiment d'être observé? Ou bien est-ce que c'est dû au bruit de nos pas, dont les craquements me font crisper la mâchoire? Peut-être que c'est le mélange de toutes ces sensations qui me dérange. Le soleil continue de décliner dans le ciel. Je surveillais encore nerveusement la forêt quand Tristan et Émilie s'arrêtent net devant moi. Surprise, je manque de tomber à la renverse. Je me plains auprès d'Émilie, qui a failli tomber avec moi. Je m'attends à des représailles dont elle a le secret, mais au lieu de ça, elle file se cacher derrière les buissons à côté de nous. Tristan m'attrape vivement le bras et m'oblige à m'accroupir avec eux, caché au bord du sentier. J'aimerais bien demander ce qui leur prend, pensant à une mauvaise plaisanterie, mais d'un geste, il me somme de me taire. L'ambiance inoffensive s'est alourdie d'un seul coup. Émilie a ses grands yeux verts affolés qui regardent dans le vide derrière moi. Il semble qu'une peur soudaine l'a possédée. Tristan m'a relâchée, mais cette fois-ci, c'est elle qui tient mon bras, comme si sa vie en dépendait. Je ne dis rien, par peur qu'elle ne s'évanouisse devant moi. Je regarde Tristan sans comprendre, mais celui-ci a le regard fixé sur le sentier. Il pose une main frêle sur mon bras. Lui qui est si calme d'habitude, il se met à trembler, comme s'il avait vu un fantôme. Jamais je ne l'ai vu dans un état pareil. J'essaye de suivre son regard pour comprendre ce qui les effraie tant, quand un grand bruit retentit. 3 coups. C'est le bruit de plusieurs bâtons qui frappent 3 fois le sol à l'unisson. Cette répétition vient de là où nous voulions nous diriger pour installer notre campement. Petit à petit, je perçois entre les feuilles du buisson des silhouettes marcher sur le sentier de terre. C'est un groupe d'hommes enveloppés d'une longue cape noire qui couvre tout leur corps. Mais à la vue des cornes de cerf qui traversent leur capuche, un frisson de mort me parcourt. J'ai l'impression de faire une chute brutale dans le vide. De ces étranges et immenses personnages dégage une sombre aura, comme un épais brouillard qui engloutit les arbres sur son passage. Je crois rêver, et pourtant c'est bien réel. Tristan et Émilie les voient tout comme moi. Le groupe continue de frapper le sol tout en marchant. On croirait assister à un rituel, ou du moins à un appel mystique. Quand ils passent devant nous, j'arrête soudainement de respirer, peut-être par instinct de survie, peut-être par peur de mourir. Mon cœur bat dans mes oreilles, le sang bouillonne dans mes veines. Seul un maigre buisson nous sépare de ces 3 personnages qui paraissent flotter au-dessus du sol. Tristan, Émilie et moi sommes tous les 3 en apnée, attendant dans l'agonie que les esprits s'en aillent. Nous les observons s'éloigner sans les quitter une seule seconde des yeux. Ils pourraient se volatiliser et apparaître juste derrière nous. Ils pourraient nous tuer en un instant. Mais ils continuent leur route et une fois perdus de vue, nous reprenons notre souffle. Ils sont partis, mais la tension est toujours là. L'atmosphère est encore trop tendue pour que nous osions briser le silence. Ce n'étaient pas des personnes déguisées. Les créatures que nous venons de croiser sont tout simplement inhumaines, mais nous sommes sûrs d'avoir vu la même chose. Jusqu'à cet instant, je n'ai jamais cru en quoi que ce soit de paranormal, à moins qu'il y ait une explication rationnelle à tout cela. Alors que la curiosité s'empare de moi, Émilie annonce qu'elle veut faire demi-tour et abandonner cette sortie en forêt. Mais Tristan semble partager mon avis. Il veut continuer, non pas pour camper, mais pour tenter de comprendre d'où viennent ces sortes de spectres. Quant à moi, j'ai eu envie de partir dès le début de notre promenade.
C'était comme si le bois lui-même me soufflait de m'enfuir, me mettait en garde contre quelque chose d'effroyable. Mais je veux comprendre ce qu'il s'est passé. Je veux savoir si nous avons eu affaire à une hallucination ou bien à un fait véritable. Et il n'y a qu'un seul moyen de répondre à cette question. J'accepte donc de suivre Tristan. Émilie nous suit à contre-cœur. Nous sillonnons les arbres pour nous cacher plus rapidement dans le cas où d'autres spectres de ce genre se décident à revenir. L'air devient de plus en plus chaud, à moins que cela ne soit mon imagination. Au fil de notre marche, le sentiment d'être espionné me revient, tel un vieil ami qui ne cesse de me suivre de tous les côtés. Mais à chaque fois que je me retourne, je ne perçois aucun mouvement dans les buissons ou derrière les arbres. Ce n'est pas le moment de devenir paranoïaque. Je me ressaisis et marche entre mes deux amis, sans lâcher la main d'Émilie. Nous continuons comme ça un long moment, tandis que j'écarte toute tentation de me retourner pour voir si quelqu'un nous suit. Finalement, nous parvenons à une zone sans arbres et relativement plate, comme une petite plaine au beau milieu de la forêt. De l'autre côté de cette plaine, à la lisière des bois, se trouve une petite maison. Elle paraît inhabitée. Son état se dégrade à vue d'œil. Autour d'elle sont plantés de grands piquets. Nous avançons jusqu'à cette maison, complètement à découvert. Émilie insiste pour faire demi-tour, à tel point qu'elle commence à me fatiguer. Mais je ne peux pas lui en vouloir. C'est vrai que l'ambiance est assez étrange ici. Malgré le beau temps, quelque chose de lourd et d'acide se dégage dans l'air. Tristan ne semble pas s'en inquiéter, car il s'avance d'un pas décidé jusqu'à la porte d'entrée de la maison. Dépourvu de fenêtres, l'intérieur est trop sombre pour qu'on puisse voir quelque chose. Tout à coup, un pressentiment inexplicable m'envahit. Tout mon corps me hurle de m'enfuir. Mes jambes veulent prendre le contrôle et m'entraîner loin de cette maison. Mais je ne cède pas à la panique. Après tout, c'est peut-être juste mon imagination. Sauf qu'à l'instant où Tristan a posé le pied dans le salon, des bruits familiers retentissent dans la forêt. Les mêmes 3 coups que tout à l'heure. Les spectres aux cornes de cerf reviennent par ici. Impossible de savoir de quel côté ils vont arriver. Avec Émilie, nous ne réfléchissons pas plus longtemps et nous abandonnons nos sacs pour courir vers la maison en appelant Tristan. Mais quand celui-ci se retourne, la porte d'entrée se ferme sur lui. Je continue de courir jusqu'à la maison et la martèle de coups de poing et de coups de pied, mais rien n'y fait. De l'autre côté, j'entends mon ami hurler, encore et encore, avant de se taire brutalement. Quand je me retourne pour retrouver Émilie, je ne suis plus dans la plaine, mais de nouveau au beau milieu des bois. La chaleur ardente du soleil transperce le feuillage des arbres pour s'appuyer sur mon crâne. Le bruit des bâtons a cessé, comme un mirage qui se dissipe. Émilie n'est pas là, Tristan non plus. Je les appelle tous les deux, aucune réponse. Me voilà seule, transportée ici par je ne sais quel sortilège, et personne ne peut m'entendre. Et là, je crois voir une paire d'yeux me fixer. Ça n'a duré qu'un battement de cils, mais je n'ai pas rêvé. Il y a des yeux qui m'observent. Il y en a partout. Ils me regardent démunis et terrifiés. Les bâtons frappent le sol comme des gongs, tout autour de moi. Je les vois sortir de l'ombre. Ils m'encerclent. Ces spectres à cornes de cerf. Je cesse de crier, ça ne sert plus à rien. Je laisse tous ces bruits m'envahir, je les laisse venir vers moi et m'attraper. Quand je rouvre les yeux, je suis à genoux devant la maison. Je tousse, je crache mes poumons, comme un nouveau-né qui apprend à respirer. Il me faut plusieurs minutes avant de me calmer. Le soleil a décliné, je ne sais pas combien de temps a passé, ni comment j'ai atterri là. Malgré le jour qui s'en va, l'air est toujours aussi brûlant. J'ai les poings si serrés que j'ai imprégné des marques rouges sur la paume de mes mains ensanglantées. En fait, il y a du sang partout, sur mes bras, mon pull, sur mes cheveux et sur l'herbe. Les traces sur l'herbe se frayent un chemin dans la terre que je suis du regard avant de tomber sur les piquets. Je comprends tout de suite qui y est empalé. Je ne veux même pas lever les yeux, je hurle jusqu'à la mort, incapable de les regarder. Le temps a passé, mais le souvenir est toujours aussi vivace. Il est comme un tatouage sur ma peau, une marque dont je ne comprendrai jamais le sens. Jamais je ne saurai si j'ai pu échapper au massacre ou si c'est moi qui ai massacré mes amis. J'y retourne chaque jour, sans avoir le courage d'aller jusqu'à la plaine. J'erre dans la forêt pendant des heures. Je ne pense plus qu'à ça, je suis hantée par ce souvenir. Je vis avec cette honte, cette douleur. Et maintenant que je l'ai écrit, que j'ai mis des mots sur ce qui m'est arrivé, je réalise enfin que mon désir d'oublier était illusoire. Jamais je ne pourrai oublier, ni comprendre, ni me faire pardonner. C'est terminé.
Je vous remercie d'avoir écouté cette histoire, j'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez me donner votre avis en commentaire comme d'habitude et puis j'espère aussi que ce nouveau format vous plaît. Vous pouvez me donner votre avis là-dessus aussi. Et je vous annonce aussi que j'ai ouvert un Tipeee pour me soutenir financièrement. En fait, ça m'aiderait à la réalisation des projets, à explorer des lieux un peu différents. Et n'hésitez pas, les liens sont en description. Et puis on se retrouve dans 2 semaines pour la prochaine vidéo.